Docteur, pourquoi mon mari demande-t-il des antibiotiques pour la troisième fois ce mois? En prononçant ces mots, je ne savais pas que ma vie allait basculer. L'expression du docteur Moreau changea. Ses sourcils se froncèrent légèrement, il plissa les yeux, ses mains tremblaient tandis qu'il posait son stylo sur le bureau. Madame Beaumont, dit-il lentement, Monsieur Michel ne m'a jamais demandé d'antibiotiques ce mois-ci. Le monde s'écroula. À cet instant, tout devint clair. Les réunions de golf de Michel tous les mardis soirs, les déjeuners d'affaires tous les vendredis après-midi, le parfum dans la voiture, pas le mien, un parfum doux et synthétique, le téléphone qu'il gardait toujours près de lui, l'écran toujours éteint, même aux toilettes. Bonjour, je suis Madeleine Beaumont, j'ai 68 ans et je suis ici pour vous raconter une histoire qui s'est passée à Lyon. Une histoire qui pourrait ressembler à un film, mais chaque mot est vrai. Je suis pharmacienne à la retraite. Pendant 42 ans, j'ai servi les gens dans ma pharmacie au centre de Lyon, sur la rue de la République. Je connais les médicaments, je connais les ordonnances, je connais les mensonges. Je regardais dans les yeux de mes clients et je comprenais ce qu'ils cachaient. Mais quand je regardais dans les yeux de mon propre mari, je n'avais rien vu. Jusqu'à ce soir de novembre, assise dans le cabinet du docteur Moreau. Maintenant, avant de commencer l'histoire, j'ai une demande. Si cette histoire vous touche, si vous avez vécu la trahison, l'infidélité, la perte dans votre vie, aimez cette vidéo. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de milliers de femmes. Elles souffrent en silence et personne ne les voit. Abonnez-vous à Les Histoires de Madeleine, car je continuerai à raconter des histoires vraies, de personnes réelles, qui vous choqueront et vous donneront de la force. Ne partez pas sans regarder mes autres histoires. Et s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires d'où regardez-vous. De Paris, de Lyon, de Marseille? Ces histoires doivent se propager dans le monde. Si vous avez vécu une expérience similaire, partagez-la. Apprenons les uns des autres. Maintenant, parlons de comment tout a commencé. Année 2022, octobre. J'ai 66 ans, Michel 68 ans. Nous sommes mariés depuis 40 ans. 40 ans, imaginez? Une vie entière. Que vit-on en 40 ans? On élève des enfants, on fait carrière, on connaît des joies, on souffre. Michel et moi avions tout vécu ensemble. Nous nous étions mariés en 1982, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, un jour pluvieux de mai. Michel était si beau ce jour-là. Costume bleu foncé, chemise blanche, bouquet de fleurs à la main. « Madeleine, avait-il dit, avec toi, chaque jour sera une aventure. » Et c'était vrai. Les 20 premières années furent magnifiques. Michel était ingénieur dans une entreprise de construction, j'étais à ma pharmacie. En 1985, notre fils Julien est né. Un bébé adorable, en bonne santé, souriant. Les yeux de Michel, mon nez. Nous l'aimions follement. Julien a grandi. C'était un bon élève, il a étudié le droit à la Sorbonne. Maintenant, il a 37 ans et travaille dans un cabinet d'avocats à Lyon. Célibataire, jamais marié. « Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, maman », disait-il. Michel et moi parlions toujours. Quand est-ce que Julien se mariera, nous donnera des petits-enfants? Mais avant de parler de Julien, je dois parler de Michel. Après 2020, quelque chose a changé. Michel a changé. Il est devenu plus froid, plus distant. Avant, quand il rentrait chaque soir, il m'embrassait, demandait « Comment s'est passée ta journée, Madeleine ?» Nous cuisinions ensemble. Mais après 2020, plus de bisous, plus de conversation. Il rentrait, prenait sa douche, regardait la télévision, dormait. Au début, j'ai pensé « Peut-être qu'il est fatigué. Nous vieillissons, c'est normal, me disais-je. » Mais ensuite, j'ai remarqué d'autres choses. Le parfum. Dans la voiture, sur les sièges. Ce n'était pas mon parfum. J'utilisais Chanel. Celui-ci était différent, plus doux, moins cher. Le téléphone. Michel laissait autrefois son téléphone sur la table, prenait tous les appels devant moi. Mais maintenant, le téléphone était toujours dans sa poche, l'écran toujours éteint. Quand un message arrivait, il vérifiait immédiatement, souriait secrètement. Les réunions de golf. Tous les mardis soirs. 18h à 22h. Je joue au golf avec des amis, puis il nous dit non, disait-il. Mais un mardi, curieuse, j'ai appelé le club de golf. La réceptionniste a dit « Monsieur Beaumont ?» Non, il n'est pas venu ce mois-ci. À ce moment, quelque chose s'est brisé en moi. Pourtant, je n'étais pas sûre.
Peut-être avait-il changé de club de golf, peut-être allait-il ailleurs. Je voulais une preuve. Et puis, ce jour de novembre, j'ai trouvé la preuve. Les médicaments de Michel étaient épuisés. Médicaments pour la tension, médicaments pour le cholestérol. Madeleine, peux-tu obtenir une ordonnance du docteur Moreau, dit-il. Je suis très occupée cette semaine. Bien sûr, dis-je. Je suis allée au cabinet du docteur Moreau. Le docteur Moreau m'a accueillie dans son cabinet. Madeleine, quelle surprise! Heureux de te voir. Comment va Michel? Bien, dis-je. Je suis venue renouveler l'ordonnance. Tension et cholestérol. Bien sûr, je prépare tout de suite. Il regarda l'ordinateur, écrivit l'ordonnance. Puis il hésita. Au fait, Madeleine, Michel a demandé des antibiotiques 3 fois ce mois-ci. À chaque fois une plainte différente. Mal de gorge, infection urinaire, sinusite. N'est-ce pas un peu trop? Peut-être que son système immunitaire est affaibli. Faisons un check-up complet. Je me suis figée. 3 fois des antibiotiques? Michel n'avait rien eu. Pas de mal de gorge, pas d'infection urinaire. Il n'était pas malade à la maison. J'ai demandé lentement. Docteur, Michel est vraiment venu 3 fois ce mois-ci? Oui, le docteur Moreau regarda le dossier. Le 5 novembre, le 12 novembre, le 19 novembre. Toujours pareil, je suis très malade, j'ai besoin d'antibiotiques, disait-il. Je les ai donnés. Et est-il venu seul? Le docteur Moreau réfléchit. Non, le 12 novembre, quelqu'un était avec lui. Une jeune femme, cheveux blonds, environ 30 ans. Ma petite amie est malade, pourriez-vous lui écrire une ordonnance aussi, dit-il. J'ai dit, je dois examiner la femme. Il a dit, elle attend dehors, elle est très timide. Évidemment, je n'ai pas accepté. Le monde s'arrêta. Une jeune femme, cheveux blonds, environ 30 ans. Les réunions de golf de Michel devenaient très claires maintenant. Merci, docteur, dis-je. Ma voix tremblait, mais j'essayais de paraître calme. J'ai pris l'ordonnance, suis sortie du cabinet. Si vous avez vécu cette douleur, la trahison, l'infidélité, écrivez moi aussi dans les commentaires pour que je sache que je ne suis pas seule. Je me suis assise dans la voiture. Le moteur ne tournait pas, j'étais juste assise, en silence. Mes mains sur le volant, mon regard dans le vide. 40 ans. 40 ans de fidélité, d'amour, de confiance. Et Michel me trompait. Avec une jeune femme, dans la trentaine, peut-être de l'âge de notre fille. Les larmes ne coulaient pas, les pleurs ne venaient pas. Il n'y avait que du vide, un vide profond, froid, sombre. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée à la maison. Je me suis assise dans un café, place Bellecour, au bord du lac. J'ai bu du café, j'ai pensé. Les heures passèrent, le téléphone sonna, c'était Michel. Je n'ai pas répondu. À 22 heures, je suis arrivée à la maison. Michel était dans le salon, regardant la télévision. « Où étais-tu » dit-il d'une voix insouciante. Ses yeux étaient toujours sur l'écran. « J'étais chez le docteur Moreau, dis-je. »« Ah, tu as pris les ordonnances ?»« Oui, je me suis arrêtée. Puis, Michel, nous devons parler, dis-je. » Maintenant, il me regarda, un point d'interrogation sur son visage. « À propos de quoi ?»« Tu es allé 3 fois chez le docteur Moreau ce mois-ci. Tu as demandé des antibiotiques, mais tu ne m'as rien dit, tu n'étais pas malade. Pourquoi ?» Le visage de Michel changea. Il pâlit, ses yeux s'élargirent, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. « Et, continuai-je, ma voix maintenant plus dure, le 12 novembre, une jeune femme était avec toi, cheveux blonds. Tu as demandé une ordonnance pour elle aussi. Qui est-elle, Michel ?» Silence. Long. Lourd. Suffocant silence. Puis Michel se leva. Il éteignit la télévision, se tourna vers moi, sur son visage aucune expression, ni remords, ni honte, ni peur. Juste du vide. « Elle s'appelle Chloé, dit-il, d'une voix plate. 32 ans, secrétaire. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. » 2 ans. 2 ans. Un bourdonnement commença dans mes oreilles. J'ai attrapé le bord de la table pour ne pas perdre l'équilibre. Mes genoux se dérobèrent, je me suis assise sur la chaise. Je ne pouvais pas respirer, ma poitrine était serrée. 2 ans, répétai-je, dans un murmure. Pendant 2 ans, tu m'as trompée et je n'ai rien remarqué. Michel haussa les épaules. Madeleine, nous ne sommes plus comme avant. Tu as vieilli, j'ai vieilli. Il n'y a plus de passion entre nous.
Chloé me fait sentir jeune. À cet instant, quelque chose explosa en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond. La douleur de la trahison, la perte de confiance, le sentiment d'inutilité. Je me suis levée d'un bond. « Sors de ma maison !» dis-je. Ma voix tremblait, mais était déterminée. « Maintenant, immédiatement. Fais tes valises, pars. Je ne te veux plus dans cette maison. » Michel fut surpris. « Madeleine, tu exagères, j'ai juste… »« Sors !» hurlai-je. Je n'avais jamais crié si fort de ma vie. « Sors de ma maison. Va chez ta fille, va !» Michel ne dit rien. Il monta, fit sa valise. Moi, je restais là, brûlante de l'intérieur, pensant à tous ces moments heureux. Tout vécu avait-il été pour un homme qui me trompait? J'étais tellement blessée. 20 minutes plus tard, il descendit, marcha vers la porte, s'arrêta sur le seuil, me regarda. « Je suis désolé, Madeleine, » dit-il. Mais sa voix n'était pas sincère. Sa voix était vide, robotique. « Je ne pardonne pas, » dis-je. La porte se ferma. Michel était parti. Je restai là, dans le salon, en silence. Les heures passèrent. La nuit tomba, le matin arriva. Je ne bougeais pas. Le lendemain, j'ai appelé Julien. « Maman ?» Sa voix était inquiète. « Il est 7 heures du matin. Que se passe-t-il ?» « Julien, dis-je, ma voix se brisa. Ton père m'a quittée. Il y a une autre femme. Depuis 2 ans, pendant que je lui préparais le petit déjeuner, il embrassait quelqu'un d'autre. » Long silence. Puis, « J'arrive, » dit Julien, « je serai là dans 20 minutes. » Julien est venu. Il m'a prise dans ses bras. J'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré. Les larmes coulaient comme une rivière. Je ne pouvais pas les arrêter. « Maman, » dit Julien, la colère dans sa voix, « comment papa peut-il faire ça? 40 ans de mariage. Je vais l'appeler, lui demander des comptes. » « Non, dis-je, ne lui dis rien. Il est mort pour nous maintenant. » Mais Dieu avait d'autres plans. 3 semaines plus tard, le 15 décembre 2022, à 3 heures du matin, le téléphone sonna. L'hôpital, hôpital Saint-Luc. « Madame Beaumont, êtes-vous l'épouse de Monsieur Michel Beaumont ?»« Oui, dis-je, hébété de sommeil. »« Monsieur Beaumont a eu une crise cardiaque. Il est actuellement en soins intensifs. Venez immédiatement, s'il vous plaît. » Je me suis figée. Crise cardiaque? J'ai appelé Julien, nous avons couru à l'hôpital. Michel était en soins intensifs, connecté à des tubes, les moniteurs bipaient, son visage était pâle, les yeux fermés. Le docteur nous expliqua. Crise cardiaque grave, l'artère coronaire principale gauche est bloquée. Nous avons fait une angioplastie, mais l'état est critique. Les 24 heures sont cruciales. Chloé était à ses côtés, cheveux blonds, jeune, maquillage coulé, pleurant. Quand elle me vit, elle se tut. « Vous êtes la femme ?» dit-elle doucement. Je ne la regardais même pas. Je me tournai vers le docteur. Pronostic? Incertain. S'il tient 24 heures, il a une chance, mais il a un certain âge. Le cœur est endommagé. Cette nuit-là, nous avons attendu à l'hôpital. Julien, moi et Chloé dans le coin. Nous n'avons pas parlé. Je regardais autour de moi, l'odeur, l'atmosphère, l'environnement me donnaient un malaise. Je commençais à suffoquer. À 6 heures du matin, le docteur arriva. Son visage était grave. « Je suis désolé, » dit-il. « Monsieur Beaumont n'a pas tenu. Nous l'avons perdu il y a 10 minutes. » Michel était mort. Julien pleura. Chloé pleura. Moi, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise, en silence. Il n'y avait rien en moi. Ni douleur, ni colère, ni tristesse. Juste du vide. Les funérailles de Michel eurent lieu 1 semaine plus tard, le 22 décembre, à la cathédrale Saint-Jean, l'endroit où nous nous étions mariés. Ironique, n'est-ce pas? 100 personnes vinrent. Les collègues de travail de Michel, ses vieux amis, les voisins. Chloé vint aussi, au dernier rang, pleurant doucement. J'étais au premier rang, Julien à mes côtés. Le prêtre parla, fit l'éloge de Michel, un homme formidable, un mari fidèle, un père parfait. Un mari fidèle. Je souris, un sourire amer. Le prêtre ne connaissait pas Michel. Les funérailles prirent fin. Tout le monde partit. Julien et moi restâmes au cimetière, devant la tombe de Michel.
Maman, dit Julien doucement, je suis désolée. Papa ne te méritait pas. Je sais, dis-je, mais c'est fini maintenant. Il repose en paix maintenant, et moi, je dois continuer ma vie. Mais je ne savais pas. La mort de Michel n'était que le début. La vraie tempête, le vrai chaos, la vraie douleur n'était pas encore arrivée. Parce que 2 mois plus tard, en février 2023, Julien rentra à la maison. Ses yeux brillaient, un grand sourire sur son visage. « Maman, dit-il avec excitation, je veux te présenter quelqu'un. Elle s'appelle Amélie, et je suis amoureux d'elle. » Amélie Dubois. La première fois que je l'ai vue, mes instincts maternels ont crié « danger ». Mais je ne savais pas pourquoi. Pas à cause de la peur, à cause de sa beauté. 27 ans, longs cheveux blonds, yeux bleus, peau de porcelaine. Elle ressemblait à un mannequin, 1,75, mince, élégante. Elle portait une robe blanche, simple mais chic. Un collier en or fin autour du cou, de petites boucles dorées en diamant. Maquillage léger, naturel, mais chaque détail était parfait. « Madame Beaumont », dit-elle en tendant la main. Sa voix était douce, mélodieuse, sucrée. « C'est un grand honneur de vous rencontrer. Julien parle toujours de vous. Ma mère est la femme la plus forte, dit-il. » Je serrai sa main. Sa main était froide, lisse. « Enchantée, Amélie, dis-je. » Quelque chose en moi ne se sentait pas bien, mais je ne comprenais pas quoi. Julien intervint, excité. « Maman, j'ai rencontré Amélie il y a 3 mois, à une conférence, un séminaire juridique. Elle est aussi avocate, spécialisée en droit des sociétés. Dès que je l'ai vue, mon cœur s'est emballé. Et elle a ressenti la même chose. » Il regarda Amélie, l'amour dans ses yeux. Amélie sourit. « Oui, Madame Beaumont, Julien est quelqu'un de spécial, gentil, intelligent, drôle. Jusqu'à ce que je le rencontre, je ne croyais pas que l'amour était réel. » C'était de belles paroles, c'était romantique, mais quelque chose manquait, dans les yeux d'Amélie. Son sourire était parfait, mais ses yeux étaient vides, comme une actrice jouant son rôle. « Comme c'est beau, dis-je. Alors Amélie, d'où vient ta famille? De Lyon ?» Une tension très légère, très légère apparut sur le visage d'Amélie. Une seconde, peut-être moins, puis le sourire revint. « Non, en fait de Nice, mais avec ma famille, nous ne parlons pas beaucoup. J'ai eu des problèmes dans mon enfance, je ne veux pas entrer dans les détails. J'ai déménagé à Lyon il y a 5 ans, j'ai construit une nouvelle vie. » Je comprends, dis-je, mais je ne comprenais pas. Pourquoi ne parlait-elle pas à sa famille? Quel était le problème? Mais je ne pouvais pas demander, ce serait trop personnel. Julien fit du café, nous nous sommes assis. Nous avons parlé de la vie, du travail, des hobbies. Amélie était très bavarde, très joyeuse, donnait des réponses parfaites à chaque question. Mais encore, j'avais ce sentiment en moi. Quelque chose ne va pas. 1 heure plus tard, Julien se leva. « Maman, en fait, nous voulons te dire quelque chose. » Amélie se leva aussi. Julien prit sa main. Tous deux me regardèrent. « Maman, dit Julien, sa voix tremblant d'excitation, j'ai demandé Amélie en mariage et elle a accepté. Nous sommes fiancés. » Je me suis figée. Fiancés? 3 mois? Ils ne se connaissaient que depuis 3 mois et ils étaient fiancés? Julien, dis-je prudemment, n'est-ce pas très rapide? Vous ne vous connaissez que depuis 3 mois. 3 mois, 90 jours. J'avais connu Michel pendant 40 ans, mais je ne le connaissais pas vraiment non plus. Comment Julien pouvait-il être sûr en 90 jours? Je sais, maman, Julien intervint, mais parfois, quand vous trouvez la bonne personne, le temps n'a pas d'importance. Quand je suis avec Amélie, je sens que ma vie est complète. Je ne peux pas vivre sans elle. Amélie posa sa tête sur l'épaule de Julien. Moi aussi, Madame Beaumont, Julien est tout pour moi. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. C'étaient des mots parfaits. Comme une réplique de film. Mais quelque chose était robotique. « Alors, quand est le mariage ?» demandai-je. « Dans 3 mois, dit Julien avec enthousiasme. En mai, le 20 mai 2023. Au printemps, à la basilique de Fourvière. Un petit mariage, juste des amis proches, de la famille, peut-être 50 personnes. » 3 mois plus tard. Ils allaient se marier 6 mois après s'être rencontrés. Les sonnettes d'alarme en moi sonnaient comme des folles. Mais que pouvais-je dire? Julien était un homme adulte, il avait 37 ans, il prenait ses propres décisions.
Félicitations, dis-je. J'essayais de sourire. Je suis très heureuse pour vous. Mais je ne l'étais pas. Pas du tout heureuse. Ce soir-là, seule, j'ai réfléchi. Pourquoi étais-je si mal à l'aise? Amélie n'avait rien fait de mal. Elle semblait gentille, belle, intelligente. Peut-être était-je juste une mère surprotectrice. Peut-être que la trahison de Michel me faisait suspecter tout le monde. Mais pourtant, ce regard vide. Les jours suivants, Julien et Amélie commencèrent à venir souvent. Préparatifs du mariage, invitations, fleurs, menus, musique, tout progressait très vite. Un jour, Amélie resta seule avec moi. Julien était allé au supermarché. Nous buvions du thé dans le salon. Madame Beaumont, dit Amélie. Sa voix était maintenant plus sérieuse. Je veux vous demander quelque chose. Bien sûr, Amélie, demande. Vous m'aimez-vous? Je fus surprise. Que veux-tu dire? J'aime Julien, mais je sens que vous me soupçonnez. Je le vois dans vos yeux. Chaque fois que vous me regardez, vous m'évaluez, vous m'analysez. Comme si vous pensiez, cette fille est-elle réelle? C'était vrai, c'était exactement ce que je pensais. Amélie, dis-je honnêtement, je veux juste protéger mon fils. Il est très sensible. Son père est mort il y a 3 mois, son cœur est brisé. Et maintenant il s'engage dans une relation très rapide. Je suis inquiète. Amélie hocha la tête. Je comprends, moi aussi, si j'étais mère, je penserais la même chose. Elle se pencha en avant, prit ma main. Sa main était encore froide. Mais je vous promets, Madame Beaumont, je ne ferai jamais de mal à Julien. Il est ma vie. Je le protégerai, je l'aimerai, je le rendrai heureux chaque jour. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Je regardais dans ses yeux. Cette fois, pendant 1 seconde, juste 1 seconde, je vis quelque chose de réel. Peut-être de la fragilité, peut-être de la peur, peut-être de la solitude. Elle semblait humaine. D'accord, Amélie, dis-je. Je te fais confiance. Mais lui faisais-je vraiment confiance? Je n'en étais pas sûre. Les semaines passèrent. Mars, avril, le mariage approchait. Un jour, une boîte de médicaments tomba du sac d'Amélie. Je la ramassai, regardai. Xanax, alprazolam, 1 mg. Ordonnance, docteur Laurent Petit, Lyon. Xanax. Médicament contre l'anxiété. Amélie, dis-je en lui tendant la boîte, tu as de l'anxiété? Son visage rougit. Oui, trouble anxieux léger, depuis l'enfance. Le médecin a prescrit. Je prends quand j'en ai besoin. Je comprends, dis-je. Cela semblait normal, beaucoup de gens prenaient des médicaments contre l'anxiété. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Sur la boîte, la date. Date d'ordonnance, 10 février 2023, docteur Laurent Petit. Février. Seulement 1 mois après avoir rencontré Julien? Pourquoi l'anxiété avait-elle commencé exactement à ce moment-là? Attention, si vous avez aussi une relation qui progresse très vite dans votre vie, 3 mois de rencontre, fiançailles immédiatement, mariage immédiatement, soyez prudent. Parfois l'amour est réel, parfois c'est autre chose. Écrivez dans les commentaires. Croyez-vous au mariage rapide? Partagez vos expériences. Mai arriva. Semaine du mariage. Tout était prêt. Basilic de fourvière réservé, fleurs commandées, repas prêt, groupe musical réservé. Les invités arrivaient. Amis de Julien, mes vieux amis pharmaciens, voisins. Mais pas de famille d'Amélie. Personne. Je ne les ai pas invités, dit Amélie. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas en bons termes. Je suis plus heureux sans eux. Étrange, très étrange. Quel marié n'invite pas sa famille? 2 jours avant le mariage, 18 mai, Amélie et moi étions au dernier essayage de la robe de mariée. La boutique, dans le quartier Presqu'île, un endroit chic. Amélie essaya la robe, blanche, en dentelle, style princesse. C'était magnifique. Mais en regardant dans le miroir, il n'y avait aucune joie sur le visage d'Amélie. Vide, plat, sans expression. « Tu ne l'aimes pas ?» demandai-je. « Non, elle est belle, » dit-elle, mais sa voix était aussi vide. À la boutique, j'allai à la caisse, sortis ma carte de crédit. La robe coûtait 3 000 €. Cher, mais je ferai tout pour mon fils. Mais la caissière dit « Pardon, madame ?»
Le paiement a déjà été effectué. Quoi? Qui l'a fait? Madame Dubois, il y a une semaine, paiement comptant. Amélie. Amélie avait payé. Mais pourquoi? N'était-ce pas Julien qui devait payer? Ou moi? Je demandai à Amélie. Amélie, tu as payé la robe? Oui, dit-elle facilement. Je voulais payer. C'est ma robe, ma décision. Était-ce logique? Peut-être. Mais c'était quand même étrange. Un jour avant le mariage, 19 mai, à 22 heures, le téléphone sonna. Un numéro que je ne connaissais pas. Voix de femme, jeune, tendue. Madame Beaumont? Je m'appelle Sophie, Sophie Martin. J'appelle de Nice. Connaissez-vous Amélie Dubois? Sa voix était inquiète. C'était un appel à l'aide. Mon cœur s'accéléra. Oui, la fiancée de mon fils. Pourquoi demandez-vous? Parce qu'Amélie est dangereuse. C'est une menteuse, une escroc. S'il vous plaît, ne laissez pas votre fils se marier avec elle. Arrêtez-la avant qu'il ne soit trop tard. Le monde s'arrêta. Que dites-vous? Comment connaissez-vous Amélie? Je l'ai rencontrée il y a 2 ans, à Nice. Elle était ma meilleure amie, ou je pensais qu'elle l'était. Puis elle m'a fait des choses terribles. Elle a volé mon argent, 15 000 euros. Elle a pris mon fiancé. Elle a couché avec lui, puis l'a quitté. Elle a ruiné ma vie. Puis elle a disparu. Elle a quitté Nice. Je ne pouvais pas la trouver. Mais hier, j'ai vu une annonce de mariage sur les réseaux sociaux. Amélie Dubois et Julien Beaumont, Lyon. Sur la photo, c'était elle. Le même visage, le même sourire. J'ai été choquée. Non, elle recommence, ai-je dit. Je devais vous contacter immédiatement. Mon souffle se coupa. Mes mains tremblaient. C'est vrai? Avez-vous des preuves? Oui, il y a un rapport de police. Plainte pour vol. Mais Amélie n'a pas pu être trouvée. Fausse identité, mauvaise adresse, tout était mensonge. La police a fermé le dossier. Mais moi, je n'ai jamais oublié. Et maintenant, elle est à Lyon, avec une nouvelle victime. S'il vous plaît, madame, protégez votre fils. Le téléphone se ferma. Mes jambes se dérobèrent. Je laissai tomber le téléphone. Je restais assise là, dans le noir, en silence. Le monde tournait, mais je ne pouvais pas bouger. Amélie, escroc, menteuse, voleuse. Mais demain, c'est le mariage. Tout est prêt. Julien est heureux. Si je dis maintenant, je pris le téléphone. J'appelais la police. Bonsoir, commissariat de police de Lyon. Bonsoir, je m'appelle Madeleine Beaumont. C'est une urgence. Je soupçonne quelqu'un nommé Amélie Dubois. Je racontais tout à la police. L'appel de Sophie, les événements de Nice, mes soupçons. Je comprends, madame, dit le policier. Nous allons chercher Amélie Dubois dans le système. Nous vous rappelons demain matin. Mais demain matin, c'était trop tard. Parce que le matin du mariage, 20 mai 2023, 8 heures, on frappa à ma porte. J'ouvris. Il y avait la police. 2 officiers, visage sérieux. Madame Beaumont, Amélie Dubois est-elle ici? Non, à l'appartement de Julien. Pourquoi? Parce que madame, Amélie Dubois est recherchée dans 3 villes, Nice, Marseille, Toulouse. Escroquerie, vol, fausse identité. Total 8 victimes. Il y a un mandat d'arrêt. Le monde s'effondra. Mais aujourd'hui, c'est le jour du mariage. Nous savons, madame, il n'y aura pas de mariage. Nous allons maintenant à l'adresse de Julien. Venez, s'il vous plaît. Je montai dans la voiture. Avec la police, nous allâmes à l'appartement de Julien. Nous frappâmes à la porte. Julien ouvrit. Cheveux en bataille, sommeil sur le visage, confusion. Maman, police, que se passe-t-il? Les policiers entrèrent. Où est Amélie Dubois? En haut, dans la chambre, elle met sa robe de mariée. Mais pourquoi? Les policiers montèrent les escaliers. Julien et moi derrière eux. Ils ouvrirent la porte de la chambre. La pièce était vide. Fenêtre ouverte, rideaux flottant au vent, armoire ouverte, vide à l'intérieur. Amélie s'était enfuie. Et puis, nous avons réalisé. L'ordinateur portable de Julien manquait, son passeport manquait, ses cartes de crédit manquaient, les documents bancaires manquaient. Tout avait été volé. Julien s'effondra par terre. Non, non, ce n'est pas possible. Amélie, où est Amélie? La police commença à chercher, mais Amélie avait disparu, évaporée, exactement comme elle l'avait fait à Nice, Marseille, Toulouse.
Julien fut détruit. Pendant des jours, il ne parla pas, ne mangea pas, resta juste au lit. Moi, j'étais en colère. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Amélie n'avait pas seulement escroqué Julien, elle m'avait aussi escroqué. Parce que dans les 2 derniers mois, des choses étranges m'étaient arrivées. Vertige, nausées, fatigue, perte d'appétit. Vieillesse, avais-je pensé. Tu as 66 ans, Madeleine, c'est normal. Mais peut-être que ce n'était pas la vieillesse. Peut-être qu'Amélie me faisait quelque chose. Et pour le savoir, je devais aller voir le médecin. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage du docteur Moreau. Il était pâle, ses yeux s'élargirent, sa main tremblait. Il posa le papier, mes résultats de test sanguin, sur le bureau, retira ses lunettes, se massa les tempes. Il était très choqué. « Madeleine, dit-il doucement, sa voix était fêlée. Ces résultats, j'ai fait vérifier 2 fois s'ils étaient corrects. 2 laboratoires différents. Les 2 ont donné le même résultat. Mon cœur s'accéléra. Qu'y a-t-il, docteur? Cancer? Non. Il leva la tête, regarda dans mes yeux. Arsenic. Vous avez une quantité élevée d'arsenic dans le sang. Et pas seulement de l'arsenic, de la digoxine aussi, 10 fois la normale. Madeleine, quelqu'un vous empoisonne. Systématiquement, lentement, peut-être depuis des mois. Ces mots frappèrent mon cerveau, mais leur signification ne s'installèrent pas immédiatement, comme s'ils parlaient dans une langue étrangère. Arsenic, poison, quelqu'un, moi? Que dites-vous? Ma voix était un murmure. Le docteur Moreau se pencha en avant. Madeleine, vos symptômes, les vertiges, nausées, fatigue, perte d'appétit dont vous vous plaignez depuis 2 mois, ce sont les signes classiques d'empoisonnement chronique à l'arsenic. Au début, j'ai pensé vieillesse, stress, mais vous avez insisté, docteur. Quelque chose ne va pas, avez-vous dit, et nous avons fait le test sanguin. Maintenant, nous savons, ce n'est pas la vieillesse, c'est du poison. Le monde tourna, je ne pouvais pas tenir debout, j'attrapais le bord du bureau. Mais qui ferait ça? Je ne sais pas, mais la police doit savoir, je vais appeler immédiatement. Attends, dis-je, je levai ma main. Les rouages dans mon cerveau commençaient à tourner. Mon esprit de pharmacienne s'activait. Arsenic, digoxine, les 2 sont des poisons à effet lent. Ils ne tuent pas en jours, en semaines, ils tuent en mois. Et les symptômes ressemblent à la vieillesse, aux maladies cardiaques, un plan de meurtre parfait. Oui, dit le docteur Moreau, si vous n'étiez pas pharmacienne, si vous n'aviez pas suspecté, vous auriez peut-être été enregistrée comme mort naturelle dans 3 à 6 mois. La glace en moi fondit, laissant place au feu. Colère, pure, brûlante colère. Amélie, dis-je, je crachais le nom comme du poison. Amélie Dubois, c'est elle qui l'a fait, j'en suis sûre. La fiancée en fuite de Julien? Oui, réfléchissez, docteur. Elle a traîné chez moi pendant 3 mois, sous prétexte de préparatifs de mariage. Elle venait tous les jours. Elle faisait du thé, faisait du café, cuisinait parfois. « Je veux vous aider, Madame Beaumont, reposez-vous, disait-elle. Et je l'ai laissée faire, comme une femme ignorante, sans méfiance, stupide. Madeleine, ne vous blâme pas. Comment ne pas me blâmer? Je me levai d'un bond, la chaise bascula, tomba par terre avec un bruit. Je suis pharmacienne depuis 40 ans, je connais les médicaments, je connais les poisons. Mais je n'ai pas vu qu'il y avait de l'arsenic dans mon propre thé, dans ma propre maison. Parce que je lui faisais confiance, parce que je pensais la petite amie de mon fils, ma future belle-fille. Et elle essayait de me tuer. Le docteur Moreau prit le téléphone. J'appelle la police, maintenant. 15 minutes plus tard, la police était au cabinet du docteur Moreau. 2 détectives, inspectrice Claire Rousseau, la quarantaine, cheveux noirs pourpres, regard perçant, et son partenaire, inspecteur Marc Lefebvre, la cinquantaine, cheveux gris, visage sérieux. Je racontais tout. L'arrivée d'Amélie, les fiançailles rapides, la fuite du mariage, l'appel de Sophie, maintenant l'empoisonnement. L'inspectrice Rousseau prit des notes. « Madame Beaumont, pendant la période où Amélie Dubois était chez vous, que mangiez-vous et buviez-vous? Qu'utilisiez-vous » ? « Du thé, dis-je immédiatement. Tous les matins, tous les après-midi, Amélie le préparait. « Asseyez-vous, madame, je vous l'apporte, disait-elle. Et je l'ai laissé faire,
comme une femme ignorante, sans méfiance, stupide. Madeleine, ne vous blâme pas. Comment ne pas me blâmer? Je me levai d'un bond, la chaise bascula, tomba par terre avec un bruit. Je suis pharmacienne depuis 40 ans. Je connais les médicaments, je connais les poisons. Mais je n'ai pas vu qu'il y avait de l'arsenic dans mon propre thé, dans ma propre maison. Parce que je lui faisais confiance, parce que je pensais la petite amie de mon fils, ma future belle-fille. Et elle essayait de me tuer. Le docteur Moreau prit le téléphone. J'appelle la police, maintenant. 15 minutes plus tard, la police était au cabinet du docteur Moreau. 2 détectives, inspectrice Claire Rousseau, la quarantaine, cheveux noirs courts, regard perçant, et son partenaire, inspecteur Marc Lefebvre, la cinquantaine, cheveux gris, visage sérieux. Je racontais tout, l'arrivée d'Amélie, les fiançailles rapides, la fuite du mariage, l'appel de Sophie, maintenant l'empoisonnement. L'inspectrice Rousseau prit des notes. « Madame Beaumont, pendant la période où Amélie Dubois était chez vous, que mangiez-vous et buviez-vous? Qu'utilisiez-vous » ? « Du thé, dis-je immédiatement. Tous les matins, tous les après-midi, Amélie le préparait. « Asseyez-vous, madame, je vous l'apporte, disait-elle. » Et moi, je buvais. Sans soupçon. Conservez-vous la boîte de thé? Oui, dans la cuisine. Nous devons analyser ce thé. Allons chez vous maintenant. Nous arrivâmes chez moi. Moi, 2 détectives, docteur Moreau. Nous entrâmes dans la cuisine. L'inspectrice Rousseau mit des gants, prit la boîte de thé, l'ouvrit, sentit. Ses sourcils se froncèrent. Ce n'est pas une odeur de thé normale, il y a une odeur métallique. Elle prit un petit échantillon, le mit dans un sac plastique. J'envoie au laboratoire. Mais je suis sûre, l'arsenic sortira. Puis ils commencèrent à fouiller la maison. Chaque placard, chaque tiroir, chaque étagère. Et ils trouvèrent, dans ma salle de bain, sous le lavabo, parmi les produits de nettoyage, cachée, une petite bouteille. Verre brun, pas d'étiquette. L'inspectrice Rousseau prit la bouteille, l'ouvrit, sentit. Son visage changea. Mort au rat. Poison pour rat. Ingrédient principal, trioxyde d'arsenic. Le monde s'écroula sur moi. Voilà la preuve. Voilà l'arme du crime. Dans ma maison, dans mon placard. Mais je n'ai pas acheté ça, dis-je paniquée. Nous n'avons pas de problème de rat. Ce n'est pas à moi. Nous savons, madame, dit l'inspectrice Rousseau d'une voix apaisante. C'est à Amélie. Elle l'a mis ici, l'a ajouté à votre thé, puis l'a laissé là. Peut-être qu'elle pensait, si Madeleine meurt, tout le monde croira au suicide. Ou, la vieille femme a confondu, s'est empoisonnée elle-même. J'eus la nausée. Je courus aux toilettes, vomis. Je vomis, comme si j'essayais d'expulser tout le poison. Puis je me lavais, m'aspergeais le visage d'eau froide, me regardais dans le miroir. Mon visage était pâle, sous mes yeux violet, mes lèvres gercées. Le poison me dévorait, mais maintenant il allait s'arrêter, parce que maintenant, je savais. Je retournai au salon. L'inspectrice Rousseau était au téléphone. Oui, urgent. Amélie Dubois. Recherchée, tentative de meurtre. Envoyer sa photo à tous les postes frontaliers, aéroport, gare, immédiatement. Elle raccrocha, se tourna vers moi. Madame Beaumont, vous devez aller à l'hôpital. Traitement contre le poison. Chélation, pour nettoyer l'arsenic de votre corps. Non, dis-je. Trouvez d'abord Amélie, ensuite l'hôpital. Madame, vous étiez sérieuse? Je suis sérieuse, hurlai-je. Je suis dans le secteur de la santé depuis 40 ans. Mon corps est fort. Je tiendrai quelques jours de plus. Mais Amélie s'enfuit. Chaque jour, chaque heure, elle passe à un autre pays, une autre identité. Trouvez-la, s'il vous plaît. L'inspectrice Rousseau me regarda, longuement, puis hocha la tête. D'accord, mais 48 heures. Si nous ne la trouvons pas dans 48 heures, vous irez à l'hôpital. D'accord? D'accord. Le lendemain 22 mai matin, le téléphone sonna. C'était l'inspectrice Rousseau. Sa voix était excitée. « Madame Beaumont, nous l'avons trouvée. Amélie Dubois, arrêtée à Bruxelles. La police belge l'a capturée. Elle est actuellement en garde à vue. Nous la ramenons à Lyon dans 48 heures, pour interrogatoire. » Je me détendis. Pour la première fois depuis des jours, je pris une profonde respiration. Capturée.
La justice allait être rendue. Mais l'histoire n'était pas finie. 2 jours plus tard, 24 mai, je fus convoquée au commissariat de police. « Voulez-vous assister à l'interrogatoire » dit l'inspectrice Rousseau. « Par une vitre sans teint, Amélie ne vous verra pas, mais vous pourrez la voir, l'entendre. »« Oui, dis-je, je veux voir, je veux regarder son visage. » Nous allâmes au commissariat. On me conduisit dans une petite pièce, sombre, vitre sans teint, salle d'interrogatoire en face. Et elle était assise là, Amélie Dubois. Mais ce n'était plus la belle fiancée. Ses cheveux étaient en désordre, pas de maquillage, visage fatigué, yeux rougis. Elle portait une combinaison orange de détenue, menottes aux mains. L'inspectrice Rousseau et Lefebvre s'assirent en face d'elle. « Madame Dubois, » dit Rousseau d'une voix froide, « nous vous posons des questions. Vous avez le droit de répondre, le droit de garder le silence. Mais vous savez, les preuves sont très claires. Si vous coopérez, votre peine peut être allégée. » Amélie ne dit rien. Elle regardait juste la table sans expression. Question 1. Avez-vous empoisonné Madeleine Beaumont? Silence. Madame Dubois, de l'arsenic a été trouvé dans votre maison. De l'arsenic a été trouvé dans le sang de Madeleine. Vos empreintes sont sur la bouteille de poison. Comment expliquez-vous cela? Encore silence. L'inspecteur Lefebvre se pencha en avant. « Amélie, écoute-moi. Tu es une jeune femme, tu as 27 ans. Si tu es condamnée pour tentative de meurtre, 15-20 ans de prison. Tu sortiras à 45 ans, ta vie sera finie. Mais si tu avoues maintenant, si tu coopères, nous plaidons les problèmes psychologiques, peut-être qu'on réduit à 8-10 ans. Réfléchis. » Amélie leva la tête. Pour la première fois, elle parla. Sa voix était froide, plate, sans émotion. « Je n'ai pas empoisonné Madeleine Beaumont. Je n'ai rien à voir avec ça. » Mensonge, mensonge pur. L'inspectrice Rousseau ouvrit un dossier. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Elle posa des photos sur la table. Photos de ma maison. Cuisine, salle de bain, placard. Bouteille de poison. « Cette bouteille porte tes empreintes, Amélie. Comment expliques-tu ?»« Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un l'a transportée, posée. » « Qui ?»« Je ne sais pas. »« Et la victime à Nice, Sophie Martin, tu lui as volé 15 000 €. Vas-tu nier ?» Un sourire très léger, très léger, apparut sur le visage d'Amélie. Sourire froid, impitoyable. Pas de preuves. Il y a les mots de Sophie, mais pas de preuves. Elle ne gagnera pas au tribunal. Et Marseille, Toulouse, les victimes là-bas, 8 femmes, total 100 000 €. Pas de preuves. L'inspectrice Rousseau se pencha en arrière. « Tu es très intelligente, Amélie, mais tu as fait une erreur. Madeleine Beaumont est pharmacienne. Elle a reconnu les symptômes, elle a suspecté, elle est allée chez le médecin. Si elle avait été un peu plus ignorante, tu aurais peut-être réussi. Mais tu n'as pas réussi. » Amélie haussa les épaules. « Je suis innocente, je veux mon avocat. » L'interrogatoire s'arrêta. Je sortis de la pièce. Je parlais avec l'inspectrice Rousseau. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demandai-je. « Tribunal. Mais ne t'inquiète pas, madame, les preuves sont très solides. Empreintes, poison, tests sanguins, témoins. Amélie sera certainement condamnée. La question est juste combien d'années ? Je veux la voir pourrir en prison, dis-je froidement. Tu la verras, dit Rousseau. Attention, si vous avez aussi des symptômes de maladie inattendue, fatigue, nausées, vertige, et qu'il y a quelqu'un de nouveau près de vous, allez chez le médecin, faites un test sanguin. Les signes d'empoisonnement ressemblent à la vieillesse. Aimez cette vidéo, partagez-la, peut-être sauverez-vous une vie. Écrivez dans les commentaires, avez-vous déjà vécu un tel soupçon ? Mais l'histoire n'était pas terminée, parce qu'une semaine plus tard, le 1er juin, l'inspectrice Rousseau m'appela à nouveau. « Madame Beaumont, il y a un nouveau développement, important. Pouvez-vous venir au bureau ?»« Que s'est-il passé ?»« Je ne peux pas expliquer au téléphone. Venez s'il vous plaît. » J'allai au bureau. L'inspectrice Rousseau avait l'air sérieuse. Je m'assis en face d'elle. « Madeleine, dit-elle. » Elle ne disait plus « Madame », c'était intime. « Nous avons enquêté sur le passé d'Amélie. Enquête approfondie. Et nous avons trouvé quelque chose très choquant. »« Quoi ?» Elle ouvrit un dossier, en sortit une photo. Vieille photo, de 2020.
2 femmes, assises dans un café, souriantes. L'une était Amélie. L'autre était Chloé, la maîtresse de Michel, la femme avec qui Michel avait été pendant les 2 dernières années avant de mourir. Le monde tourna. Que signifie ceci » dis-je dans un murmure. Amélie et Chloé sont amies proches. Elles se connaissent depuis 2019. Elles se sont rencontrées à Lyon dans le même club de fitness, sont devenues amies. Et en 2020, l'année où la relation entre Michel et Chloé a commencé, Amélie et Chloé se voient très souvent. Il y a des registres téléphoniques, des dizaines de messages, des dizaines d'appels. Mon cerveau explosa. Les pièces commençaient à s'assembler. Amélie connaissait Chloé. Chloé était la maîtresse de Michel, donc Amélie me connaissait. Avant Michel, avant Julien. Oui, dit Rousseau. La rencontre d'Amélie avec Julien n'était pas un hasard. C'était planifié. Amélie avait ciblé Julien, parce que Chloé lui avait dit « Madeleine Beaumont est une veuve riche. Son mari est mort, elle a un fils unique. Si tu contrôles le fils, tu accéderas à la fortune. » Mais pourquoi ? Criai-je. Pourquoi Chloé ferait-elle ça ? Michel est déjà mort. Je ne lui ai rien fait. Rousseau sortit un autre document. Parce que, Madeleine, nous avons lu le testament de Michel. Quand Michel est mort, il n'a rien laissé à Chloé. 0. Toute la fortune est allée à vous et Julien. Chloé est devenue folle. 2 ans ensemble, je n'ai rien, dit-elle. Elle était en colère. Elle voulait se venger. Et elle a envoyé Amélie, dis-je doucement, pour me détruire. Oui, le plan était Amélie rencontre Julien, se marie, puis vous empoisonne, fait passer pour mort naturelle. Vous mourrez, Julien hérite, maison, vignoble, compte bancaire, pharmacie, environ 2 millions d'euros. Puis Amélie vole aussi à Julien, carte de crédit, compte, tout. Puis divorce, disparaît, partage l'argent avec Chloé. Un plan parfait, froid, systématique, impitoyable. Où est Chloé ? Demandai-je. Ma voix était glaciale. Nous ne savons pas. Elle s'est enfuie. Quand Amélie a été capturée, Chloé a quitté Lyon, n'a laissé aucune trace. Mais nous cherchons. Nous la trouverons. Je me levai. Mes jambes tremblaient, mais je restais debout. Bien. Trouvez-les toutes les 2. Enfermez-les toutes les 2. Jetez la clé. Nous le ferons, Madeleine. Je vous le promets. Dans le noir, en silence. Michel m'avait trompée. Chloé avait volé Michel. Amélie m'avait empoisonnée. Julien s'était effondré. En 1 an, ma vie était devenue un enfer. Mais une voix en moi murmura « Tu es toujours debout, Madeleine. Tu te bats encore et tu vas gagner. » C'était vrai. Le poison ne m'avait pas tuée. Le traitement par chélation avait commencé. L'arsenic était nettoyé de mon corps. Chaque jour, je devenais un peu plus forte. Et le plus important, je n'étais plus seule. Parce que le lendemain, on frappa à ma porte. C'était Sophie Martin, de Nice, la première victime d'Amélie. « Madame Beaumont, dit-elle, des larmes dans ses yeux. J'ai vu à la télévision. Amélie a été capturée. Et vous avez aussi été victime. Je veux vous aider. Je témoignerai au tribunal. Je raconterai le passé d'Amélie. Ensemble, nous gagnerons. » Je l'embrassai. Pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire vint sur mon visage. Oui, Sophie, ensemble, nous gagnerons. Et nous avons gagné. Je me tenais devant le palais de justice. Le ciel était nuageux, une légère pluie brunait. J'ouvris mon parapluie, pris une profonde respiration. Aujourd'hui était le jour où justice serait rendue. Julien était à mes côtés. 4 mois s'étaient écoulés depuis sa sortie de l'hôpital. Il était encore maigre, encore pâle, mais la lumière dans ses yeux commençait à revenir. « Maman, dit-il en serrant ma main, es-tu prête ?»« Je suis prête, dis-je, et je l'étais vraiment. » Nous entrâmes dans la salle d'audience, grande, froide, haut plafond. Bancs en bois, estrade du juge devant, chaise de l'accusé au milieu, encore vide. À droite, le banc du jury, 9 personnes, jury populaire, visage sérieux. À gauche, les journalistes, 15-20 personnes, caméras, carnets. Cette affaire avait suscité beaucoup d'intérêt.
La mariée empoisonneuse, dans tous les journaux. Nous nous assîmes au premier rang. À côté de moi, Julien, derrière moi, Sophie Martin. Elle était venue de Nice, allait témoigner contre Amélie. À côté d'elle, 3 autres femmes, d'autres victimes d'Amélie. Émilie de Marseille, 45 ans, Amélie lui avait volé 20 000 euros. Béatrice de Toulouse, 52 ans, Amélie avait trompé son mari, détruit son mariage. Et Nathalie de Paris, 38 ans, Amélie avait volé son partenariat commercial, fait couler son entreprise. Nous étions toutes là. Nous étions toutes victimes d'Amélie. Mais aujourd'hui, nous n'étions pas des victimes. Nous étions des survivantes. Nous étions des témoins. Nous serions la voix de la justice. 40 ans, j'ai soigné les gens en pharmacie. Aujourd'hui, j'apporte justice à un empoisonnement. À 9h15, la porte latérale s'ouvrit. Les policiers entrèrent. Entre eux, Amélie. Combinaison orange de détenue, mains menottées, pieds enchaînés. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle, pas de maquillage. Mais toujours, ce regard froid était toujours là. Ses yeux balayant la salle, nous vit, elle me regarda Julien, regarda Sophie. Aucune expression sur son visage. Ni remords, ni honte, ni peur. Juste du vide. Elle fut assise sur la chaise de l'accusé. Les menottes furent enlevées, mais les chaînes aux pieds restèrent. Puis le juge arriva. Juge Martine Leclerc, 55 ans, cheveux gris, regard perçant, visage déterminé. Elle s'assit à l'estrade, frappa du marteau. L'audience est ouverte. Affaire numéro 2023, 5447. Le peuple contre Amélie Dubois. Accusation, tentative de meurtre, escroquerie, vol, usage de fausse identité contre 8 victimes au total. Madame Dubois, levez-vous. Amélie se leva. Elle se tenait droite, tête haute, comme si c'était un défilé de mode, et non un tribunal. « Avez-vous entendu les accusations » dit le juge. « Oui » dit Amélie. Sa voix était plate, sans émotion. « Comment vous défendez-vous ? Je suis innocente. » Des murmures s'élevèrent dans la salle d'audience. « Innocente ? Malgré toutes les preuves ?» Le juge frappa du marteau. « Silence ! Procureur, présentez votre accusation. » Le procureur se leva. Procureur Jean Moreau, la cinquantaine, costume sombre, dossiers à la main. « Votre honneur, membre du jury, dit-il. » Sa voix était forte, déterminée. « Cette affaire n'est pas simple. Cette affaire concerne une femme, Amélie Dubois, 27 ans, intelligente, attirante, charismatique, mais en même temps dangereuse, manipulatrice, sans conscience. Au cours des 5 dernières années, Amélie Dubois a escroqué au moins 8 femmes, ruiné leur vie. Total d'argent volé, 150 000 euros. Mais l'argent n'a pas suffi. En avril 2023, elle a tenté de tuer une femme, Madame Madeleine Beaumont. En utilisant de l'arsenic, lentement, systématiquement, elle l'a empoisonnée. Si Madame Beaumont n'avait pas été pharmacienne, si elle n'avait pas reconnu les symptômes, elle ne serait pas ici aujourd'hui, elle serait morte. Il s'arrêta, me regarda. Je gardais la tête haute. « Voici les preuves », continua le procureur. Il posa des documents sur la table. 1. Test sanguin de Madame Beaumont, niveau élevé d'arsenic. 2. Bouteille de poison trouvée dans la maison de Madame Beaumont, empreinte digitale d'Amélie Dubois. 3. Témoignage confirmant qu'Amélie entrait fréquemment dans la maison de Madame Beaumont. 4. Registre téléphonique d'Amélie. Communication constante avec Chloé Martin. Chloé est la maîtresse du défunt mari de Madame Beaumont. Elles ont planifié cela ensemble. Le jury prit des notes. Les journalistes écrivirent. « Mais ce n'est pas qu'un seul crime, dit le procureur. Voici d'autres victimes. » Il désigna Sophie, Émilie, Béatrice, Nathalie. Ces femmes ont été escroquées par Amélie Dubois, blessées, leur vie dévastée. Elles sont toutes ici, demandant justice. Le procureur se tourna vers Amélie. « Madame Dubois, vous êtes dangereuse, vous n'êtes pas repentante. Si vous êtes libérée, vous recommencerez. C'est pourquoi je demande peine maximale, 20 ans de prison, danger pour la société. » Il s'assit. Le juge se tourna vers Amélie. « Madame Dubois, votre défense. » L'avocat d'Amélie se leva. Maître Philippe Girard, la quarantaine, costume cher, confiant. «
Votre honneur, dit-il, ma cliente est innocente, les preuves sont douteuses. Empreinte digitale, peut-être que quelqu'un d'autre l'a transportée. Arsenic, peut-être que Madame Beaumont l'a pris accidentellement. Registre téléphonique, conversation amicale, pas un crime. Jury, il y a un doute raisonnable, vous devez prononcer un acquittement. C'était une défense faible, très faible. Même le jury ne la trouvait pas crédible, je voyais leur visage. Puis les témoins furent appelés. Premier témoin, docteur Moreau. Il présenta les preuves médicales. La quantité d'arsenic détectée dans le sang de Madame Beaumont était proche du niveau mortel. Si cela avait continué 2-3 semaines de plus, elle serait morte. Ce n'est pas un accident, c'était intentionnel. Deuxième témoin, inspectrice Rousseau. Elle raconta l'enquête policière. La maison d'Amélie Dubois a été fouillée. Des guides d'escroquerie ont été trouvés sur son ordinateur. Comment tromper les personnes âgées, comment créer une fausse identité, transfert d'argent sans trace. C'est une criminelle professionnelle. Troisième témoin, Sophie Martin. Elle raconta en larmes. Amélie était ma meilleure amie, ou je pensais qu'elle l'était. Je lui ai tout dit, mes mots de passe, mes informations bancaires, le nom de mon fiancé. Elle a tout utilisé. Elle m'a vidée, puis elle a disparu. Je l'ai cherchée pendant 2 ans, je ne l'ai pas trouvée. Maintenant, elle est ici. Enfin justice. Quatrième témoin, Julien. Mon fils se leva. Il était maigre, mais sa voix était forte. J'étais amoureux d'Amélie, dit-il. Je lui faisais confiance. Je pensais que nous allions nous marier. Mais elle ne m'a jamais aimée. J'étais juste un outil pour atteindre ma mère, pour la tuer, puis pour voler mon argent. Le matin du mariage, elle s'est enfuie. Elle a tout pris. Mais pire, elle a brisé mon cœur. Elle a détruit mon amour, ma confiance, mon espoir. Je suis restée à l'hôpital 4 mois. J'ai pensé au suicide. Mais ma mère m'a sauvée. Elle m'a dit « Julien, nous allons survivre ». Et nous avons survécu. Julien me regarda, des larmes dans ses yeux. Moi aussi je pleurais. Puis on m'appela. Je montai à la barre des témoins. « Madame Beaumont, dit le juge, écoutons-vous. Qu'est-ce qu'Amélie Dubois vous a fait ?» Je pris une profonde respiration. Je regardai Amélie, dans ses yeux. « Amélie Dubois a tenté de me tuer, dis-je. Ma voix tremblait mais était claire. Pendant 3 mois, chaque jour, elle a ajouté du poison à mon thé. Thé du matin, thé de l'après-midi. Je l'ai bu, en faisant confiance, sans soupçon, parce qu'elle était la petite amie de mon fils, ma future belle-fille, pensais-je. Et chaque jour, je devenais un peu plus malade. Vertige, nausées, fatigue. « Tu vieillis, Madeleine, me disais-je. Mais ce n'était pas la vieillesse, c'était du poison. » Je m'arrêtais. Essuyais mes larmes. « Mais pourquoi, continuai-je, pourquoi Amélie a-t-elle fait cela ? Pour de l'argent. Avec ma mort, Julien aurait hérité. Puis Amélie aurait volé Julien, puis elle aurait disparu. Simple, froid, calculé. Et elle a presque réussi. Je regardais Amélie. Mais tu n'as pas réussi, Amélie. Parce que je suis pharmacienne. J'ai reconnu les symptômes. J'ai suspecté. Je suis allée chez le médecin. J'ai fait un test sanguin. Et je t'ai attrapé. Ma voix se renforça maintenant. Tu as fait de moi une victime. Mais je ne suis pas restée victime. J'ai survécu. Je suis résiliente. Et aujourd'hui, je suis ici pour voir ta condamnation. La salle d'audience applaudit. Le juge frappa du marteau, mais les applaudissements ne s'arrêtèrent pas. Ils applaudirent pendant 30 secondes. Attention, si vous aussi avez été victime d'injustice dans votre vie, mais que vous avez résisté, gagné, écrivez « J'ai gagné aussi » dans les commentaires. Parce que la vraie victoire, c'est de rester debout. Partagez cette vidéo. Peut-être qu'une autre Madeleine la verra, trouvera du courage. Le jury se retira. Pour délibérer, nous avons attendu 2 heures. À 13h00, le jury revint. Le président se leva. Il avait le papier de décision à la main. Affaire 2023-5847. Le peuple contre Amélie Dubois. Le jury a rendu sa décision. La salle était silencieuse.
pas même un bruit de respiration. Accusation 1. Tentative de meurtre. Décision coupable. Accusation 2. Escroquerie, dans 8 cas distincts. Décision coupable. Accusation 3. Vol, total de 150 000 €. Décision coupable. Accusation 4. Fausse identité. Décision coupable. Le visage d'Amélie ne changea pas. Toujours vide, toujours sans expression. Le juge se leva. Amélie Dubois, le jury vous a trouvé coupable. Décision de peine, 20 ans de prison, pas de libération conditionnelle. Indemnisation des victimes, 200 000 €. L'audience est levée. Le marteau frappa. Amélie fut emmenée. Les policiers la prirent par les bras, la traînèrent. Elle ne résista pas, ne parla pas. Juste une fois, une dernière fois, elle me regarda. Et pour la première fois, je vis quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas du remords, juste de l'acceptation. « J'ai perdu », disaient ses yeux. Oui, elle avait perdu. Nous sortîmes de la salle d'audience. Dehors, les journalistes attendaient. Caméra, microphone. « Madame Beaumont, comment vous sentez-vous ? Madame Beaumont, avez-vous quelque chose à dire à Amélie ? Madame Beaumont, comment va Julien ?» Je m'arrêtais, me tournais vers les microphones. « Je suis soulagée, dis-je. Justice a été rendue. Amélie restera en prison 20 ans. Elle ne pourra plus faire de mal à d'autres femmes. Et moi, je vais continuer ma vie, forte, en bonne santé, heureuse. Et Chloé Martin, la complice d'Amélie, a-t-elle été capturée ? Quelque chose se serra en moi. Chloé, elle était toujours libre, toujours en fuite. Non, dis-je, mais la police cherche. Tôt ou tard, ils la trouveront. Mais je ne savais pas. Chloé, ce jour-là, à 7 heures, était très proche. Parce qu'en rentrant chez moi, Julien conduisait, j'étais sur le siège passager, mon téléphone sonna. C'était l'inspectrice Rousseau. « Madeleine !» Sa voix était excitée, presque un cri. « Nous avons trouvé Chloé, à l'instant, il y a 10 minutes !» Où ? Je me redressais. Aéroport de Nice. Elle essayait de s'enfuir en Espagne avec un faux passeport. La police frontalière l'a attrapée. Elle est actuellement en garde à vue. Nous la ramenons à Lyon demain. Elle passera aussi en jugement. Mes yeux se remplirent de larmes. Ma main trembla. Le téléphone faillit tomber. « Merci, dis-je. Merci, merci. » Julien me regarda. « Maman, que s'est-il passé ?» « Chloé, dis-je. Je souris, pour la première fois depuis des mois, un vrai, sincère, heureux sourire. Chloé a été capturée. Elles sont toutes les deux à l'intérieur. Elles purgeront toutes les deux leur peine. » Julien gara la voiture sur le côté. Il me prit dans ses bras. Nous avons tous les deux pleuré, mais c'étaient des larmes de bonheur. Ce soir-là, chez moi, seule, je m'assis. Je fis du thé, de mes propres mains, avec ma propre théière. Pas de poison, pas de peur, juste du thé pur, propre, sûr. J'en pris une gorgée. C'était chaud, réconfortant. Je regardais par la fenêtre. Les lumières de Lyon brillaient. La vie continuait. Et moi, Madeleine Beaumont, 68 ans, j'avais survécu. 6 mois plus tard, mars 2024. C'était le printemps. Les arbres verdissaient, les fleurs s'ouvraient, l'air se réchauffait. J'étais retournée à ma pharmacie. J'étais retraitée, mais je travaillais comme consultante 2 jours par semaine. Aider les gens, c'était ma passion, ma vie. Julien s'était aussi remis. Il continuait sa thérapie, mais maintenant il était plus fort, plus heureux. Il était retourné au travail, avait pris un nouvel appartement, reconstruisait sa vie. « Maman », avait-il dit la semaine dernière, « peut-être que l'amour n'est pas pour moi, mais la carrière, la famille, les amis, ils sont là. Ils suffisent. » Chloé avait aussi été condamnée, en novembre 2023. 15 ans de prison, complot, escroquerie, complicité de tentative de meurtre. Elles étaient toutes les deux à l'intérieur. Elles purgeaient toutes les deux leur peine. Et moi, j'étais libre. Ce matin, à la pharmacie, une jeune femme est venue, dans la trentaine, visage inquiet. « Madame Beaumont, dit-elle, êtes-vous réelle, la femme de la télévision, la victime dans l'affaire de la mariée empoisonneuse ?»« Oui, dis-je, c'est moi. Je veux vous dire quelque chose.
Des larmes s'accumulèrent dans ses yeux. J'ai aussi un fiancé. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 mois. Ça va très vite. Il veut se marier. Mais quelque chose ne va pas. Mes instincts disent non, c'est dangereux. Mais tout le monde dit c'est l'amour, n'aie pas peur. Que dois-je faire? Je la regardais, ce jeune visage, ses yeux inquiets. Écoute tes instincts, dis-je doucement. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Ne te précipite pas. Attends 6 mois, 1 an. Le véritable amour attend. Mais l'escroquerie n'attend pas, parce qu'ils ont besoin de temps pour te tromper. Mais tout le monde pensera que je suis paranoïaque. Peu importe, c'est ta vie, ta décision. Être en sécurité est plus important que paraître gentille. La femme hocha la tête. Merci, Madame Beaumont, vraiment merci. Elle partit. Je restais là, pensant. Peut-être avais-je sauvé une vie aujourd'hui. Peut-être avais-je déjoué le plan d'une Amélie. C'était ma nouvelle mission. Protéger les gens, avertir, éduquer. Le soir, je rentrais chez moi. Julien attendait, avait préparé le dîner. « Maman, dit-il, je veux te montrer quelque chose. » Il ouvrit son ordinateur portable, montra un site web. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ton blog, je l'ai fait, j'ai écrit ton histoire, Amélie, Chloé, le tribunal, tout, et j'ai ajouté des conseils, comment se protéger de l'escroquerie, signes d'empoisonnement, écouter vos instincts. Les gens peuvent lire, apprendre, peut-être que d'autres Madeleines pourront se protéger. » Mes yeux se remplirent de larmes. Je lus l'écran. C'était là, mon histoire, chaque mot, chaque douleur, chaque victoire. « C'est magnifique, Julien, dis-je. Mais pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que, maman, dit-il en prenant ma main, tu n'as pas seulement survécu, tu es devenu un exemple, tu es devenu une force, et cette force doit être partagée. Le monde doit savoir qui est Madeleine Beaumont, ce qu'elle a fait, comment elle a gagné. » Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai lu le blog. Le dernier chapitre. Le message de Madeleine. Cher lecteur, je suis Madeleine Beaumont, 68 ans, de Lyon, pharmacienne retraitée, veuve, mère. Il y a 1 an, ma vie était un enfer. Mon mari m'a trompée, est mort. La fiancée de mon fils m'a empoisonnée. Sa complice, la maîtresse de mon mari, a essayé de me détruire. Mais je suis ici, debout, en bonne santé, heureuse. Comment ? Parce que je suis résiliente, parce que je n'ai pas abandonné, parce que j'ai écouté mes instincts, parce que j'ai demandé de l'aide, médecin, police, amis, parce que je ne suis pas restée silencieuse. Si vous aussi traversez une situation difficile, trahison, escroquerie, abus, sachez, vous n'êtes pas seul. Il y a une sortie, il y a de l'espoir, il y a de la justice. Mais vous devez agir. Écoutez vos instincts. Si vous suspectez, enquêtez, rassemblez des preuves, demandez de l'aide, ne restez pas silencieux. Parce que le silence donne du pouvoir aux escrocs, mais parler vous protège. J'ai gagné, vous pouvez aussi gagner. Soyez forts, soyez prudents et ne jamais, jamais abandonner. Avec amour, Madeleine Beaumont. Je fermais le blog, j'éteignis la lumière, je me couchais. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je dormis sans cauchemar. Parce qu'il n'y avait plus rien à craindre. Amélie était à l'intérieur, Chloé était à l'intérieur, j'étais libre. Et l'histoire, mon histoire, s'était terminée sur une note heureuse. Le matin, je me réveillais, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Un nouveau jour, un nouveau départ. Je suis Madeleine Beaumont, 68 ans, survivante, combattante, gagnante. Et ma vie, maintenant, commençait à nouveau.